Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie de nous concentrer sur l'humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart du temps, il y a quand même pas mal d'interrogations quant à la place de l'humain par rapport à l'IA. L'IA, ça va vite, qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois l'intégrer dans mon entreprise, etc. Moi, de mon côté, je vois des étudiants ou des professionnels qui sont quand même dans l'interrogation, qui se posent pas mal de questions et surtout, parfois, qui ne se questionnent pas face aux réponses des intelligences artificielles génératives. Et donc, j'ai décidé de consacrer un épisode sur comment remettre l'humain au cœur de l'intelligence artificielle, sachant que notamment le MIT a fait une étude récente qui a montré que nous perdions nos facultés de réflexion avec un usage trop intensif des outils d'intelligence artificielle. Alors, c'est parti, comment remettre l'humain au cœur du process et garder notre esprit critique. L'IA sans l'humain, c'est perdre le nord. Pendant que l'intelligence artificielle transforme nos entreprises, on peut le dire, à une vitesse vertigineuse, on se pose une question, comment maintenir l'homme, avec un grand H, au centre de cette révolution technologique ? Alors, dans notre quête d'efficacité et d'innovation, souvent on perd de vue une vérité, c'est que l'IA, malgré son appellation d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence au sens humain de ce qu'on entend, mais bien des outils qui doivent être maîtrisés, guidés et questionnés par des professionnels aguerris. Ça veut dire, en traduction, ne pas prendre comptant ce que va nous donner l'IA. Il y aura toujours un travail de modification, de révision, de réflexion, d'itération par rapport à ce que nous propose l'IA. Le MIT nous alerte, est-ce que l'IA générative menace notre esprit critique, puisque cette étude nous montre que sur 54 sujets âgés de 18 à 39 ans, si on compare l'activité cérébrale avec 3 groupes lors de la rédaction d'essais, un groupe qui utilise ChatGPT, un autre qui utilise Google et un qui ne dispose d'aucun outil, les résultats, c'est que les sujets qui ont eu recours au chatbot ont montré un engagement cérébral faible et ont constamment sous-performé au niveau neuronal, linguistique et comportemental. Et donc les professeurs chargés de corriger leur production les ont qualifiés de sans âme. Ça veut dire quoi ? Je ne suis pas scientifique et ça n'engage que moi, mais qu'il y ait un engagement cérébral qui soit plus faible. Quelque part, ça ne me surprend pas tant que ça, puisqu'on délègue finalement sa réflexion à un outil. Donc c'est logique. Après, effectivement, si dans le niveau neuronal, on va mesurer la partie réflexion, intention, itération, et que là, c'est pas plus élevé, ça veut dire qu'on fait un petit peu trop confiance aux outils d'intelligence artificielle. Et donc, dans cette étude, le groupe qui, lui, ne disposait d'aucun outil technique a affiché la connectivité neuronale la plus élevée. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, en particulier dans les zones du cerveau associées à l'idéation créative, à la mémoire et au traitement sémantique. Encore une fois, je trouve ça hyper normal, puisqu'on n'a rien pour nous aider, donc on est obligé de faire appel à notre cerveau. Donc le fait que l'activité soit différente en soi, je pense pas que ce soit une alarme. L'alarme, c'est de se dire je fais confiance à 100% à l'outil d'IA et je ne remets pas en question ce qu'elle me propose. Moi, j'appelle ça, un peu moins scientifiquement parlant, le syndrome des lapins dans les phares. En fait, j'ai des étudiants qui ont été victimes, mais des professionnels aussi, c'est-à-dire que l'IA me propose quelque chose, je ne le remets pas en cause parce que j'ai l'effet waouh, c'est bien rédigé, c'est structuré, c'est pas mal. Et la réalité, c'est que quand on le présente, notamment là, c'était l'objet d'une présentation dans de l'événementiel, finalement, c'était hyper creux. Il y avait beaucoup de redondance et c'était très creux parce qu'en fait, les élèves n'avaient pas challengé ce que proposait l'IA. Et quand je leur ai posé la question, mais est-ce que vous auriez fait la même présentation si vous n'aviez pas utilisé un outil d'IA générative ? C'était une évidence que non.
Je sais que je répète souvent ce message, mais je le répète encore une fois aujourd'hui, les outils d'IA sont là pour nous assister, pour nous aider à aller plus loin, peut-être à aller plus vite, peut-être à aller plus fort. Néanmoins, on doit rester maître à bord, ce ne sont que des outils, et donc il faut les challenger, et c'est pas parce qu'il y a un dialogue conversationnel que c'est une personne qu'on a en face de nous. Il n'y a pas de réflexion, c'est des outils probabilistes, je le dirai jamais assez, et donc en termes de probabilité, ils vont vous fournir une réponse qui correspond à ce qu'ils ont compris, entre gros guillemets, du prompt que vous lui avez donné. Donc, les scientifiques tendent à réduire les hallucinations et le fait que les probabilités soient moins élevées, et donc elles sont de plus en plus élevées en fonction de la demande. Néanmoins, ça reste des outils probabilistes et pas des collègues et pas des personnes à qui on peut échanger et qui vont comprendre le sens de notre réponse. D'ailleurs, si vous faites le test sur ChatGPT, à chaque fois que vous lui dites « mais en fait, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça », vous verrez qu'il vous dira « mais oui, tu as raison, effectivement, c'est bien, tu as raison », il n'y a pas de challenge. Et ce n'est pas des outils qui sont là pour vous challenger, ne nous mentons pas. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des communications et formations sur le sujet, puisqu'il est indispensable de réfléchir avant d'utiliser les outils d'IA, et notamment la réflexion peut commencer par comment je vais prompter. C'est tout l'enjeu, moi, de mes formations, c'est comment on réfléchit, comment on a mis cette réflexion sur papier, pour utiliser un exemple, mais comment on a mis en place cette réflexion dans le prompt, puisque c'est quand on va prompter qu'on va donner l'instruction à la machine de ce qu'on souhaite avoir. Donc ça veut dire qu'on a réfléchi à ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. S'il y a des étapes, il faut les fournir à l'outil et évaluer la qualité de réponse qu'on attend. Déjà, si on fait tout ça et qu'on donne du contexte à l'outil, évidemment, parce que ça c'est indispensable pour pouvoir avoir un résultat qui soit correct, parce que sans contexte, l'outil ne sait pas. Donc donnez-lui un maximum d'informations, mais donc réfléchissez en amont de ce que vous allez lui donner. Et une fois que vous avez le résultat, même si vous avez fait un super prompt, évidemment, challengez-le, vérifiez et testez les résultats obtenus. Combien de fois on obtient des résultats par ChatGPT qui sont des hallucinations, et même s'il vous cite la source, j'ai eu le cas encore aujourd'hui, cliquez sur cette source pour vérifier la différence entre ce que lui vous donne comme résultat et ce qu'il y a réellement écrit dans la source. Vous verrez, vous aurez des surprises. Ça fait gagner un temps phénoménal, c'est d'une rapidité excellente, il y a une capacité rédactionnelle qui est incroyable. Néanmoins, ça reste des outils et donc il faut vérifier. Alors, il y a une urgence d'une éducation à l'IA et comme le souligne Natalia Kosmina qui a au MIT dirigé cette étude, c'est que l'éducation à l'utilisation de ces outils est absolument critique ainsi que la promotion du fait que le cerveau ait besoin de se développer de manière plus analogique. C'est un petit peu un paradoxe qui est révélé dans cette étude puisque en cherchant à améliorer notre productivité avec des outils d'intelligence artificielle, finalement, on risque de compromettre nos capacités cognitives. Ça veut dire qu'il y a un usage systématique de chatbots qui pourrait littéralement endormir notre esprit critique. Et d'ailleurs, l'esprit critique, j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça en ce moment, mais c'est très bien, puisque c'est ce qui fait qu'on va challenger ce que nous fournit comme résultat les outils d'intelligence artificielle. L'esprit critique, c'est un enjeu qui a été remis sur le devant de la scène avec Cogito, qui propose des formations sur l'esprit critique. Et c'est super intéressant de voir à quel point on peut être influencé par pas mal de biais. Donc l'esprit critique devient un sujet central, qui est une des préoccupations avec cet usage intensif des outils d'IA et les conséquences que cela peut entraîner, notamment auprès des plus jeunes. C'est pour ça qu'il faut former les professionnels, j'ai eu quelques surprises, mais aussi nos plus jeunes qui, eux, n'ont pas nécessairement assez d'expérience ou de retour pour avoir cet esprit critique. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est très positif, parce que nourrir cet esprit critique, finalement, c'est peut-être quelque chose qui était tombé dans l'oubli, j'ai envie de dire, de nos systématisations d'entreprise. De le remettre au cœur de la réflexion, ça permet de le travailler, de le développer, et de pousser également nos capacités, et les capacités des plus jeunes, à se questionner, à analyser, à valider, et c'est ce qui va faire que ça va devenir d'ailleurs notre avantage concurrentiel. Alors, les réflexions à adopter face à l'atrophie cognitive, le questionnement systématique des résultats obtenus, quelles sont les sources, est-ce qu'il y a des biais potentiels, creuser, cliquer, aller chercher, exercer votre cerveau, rédiger par vous-même régulièrement des articles, des résumés pour garder la main, parce qu'à force de tout déléguer, au bout d'un moment, on ne sait plus faire. Et puis, ça permet de maintenir nos connexions neuronales. Vous pouvez aussi alterner les approches. Vous utilisez l'IA pour l'inspiration, mais vous gardez la réflexion. Moi, c'est ce que je fais tout le temps avec mes étudiants et même en formation. Je fais tout le temps réfléchir les personnes avant,
au contexte, aux attendus, aux étapes, ce que je vous disais par rapport au prompt, mais ça peut être aussi un brainstorming entre humains en amont, un échange avec des collègues, des amis, qui peut vous apporter un autre regard, parce qu'on a notre regard à nous, mais on peut avoir des regards externes intéressants, qui parfois d'ailleurs vont nous faire des connexions neuronales, j'imagine, mais en tout cas qui vont nous obliger à voir les choses différemment. Et ça, c'est important. Et après, vous utilisez les outils d'IA. Ensuite, vérifier, recouper, toujours corroborer avec des sources fiables. Google, par exemple, je sais, on dit Google est mort, mais vraiment, allez vérifier sur Google, vous verrez, il a encore un rôle à jouer. Et puis, fiez-vous à votre expertise ou à votre expérience. Et enfin, prenez du recul, analysez la cohérence globale des résultats et relisez dans le détail. Je sais, du coup, ça paraît fastidieux. On se dit, mais attends, si je prends du temps à réfléchir au prompt, si je prends du temps à vérifier. Oui, si on se parle de 50 pages, ça peut être long. Mais ce qu'il faut évaluer, c'est le temps gagné si vous aviez eu à rédiger ces 50 pages versus vérifier. Et là, forcément, on gagne du temps. C'est arrivé d'ailleurs à un avocat aux États-Unis. Il a voulu travailler un cas de jurisprudence. Enfin, en fait, il cherchait un cas de jurisprudence pour son plaidoyer pour son client. Il n'en trouvait pas. Il a demandé à ChatGPT. ChatGPT lui en a sorti un. C'était il y a 2 ans. Et puis, finalement, l'avocat n'a pas vérifié. Il s'est dit, cool, j'ai un cas de jurisprudence. Et il a plaidé avec ce cas de jurisprudence. Sauf que le juge, lui, il a vérifié. Et qu'il a vu que le cas n'existait pas. Cet avocat, je pense qu'il ne peut plus faire son métier aujourd'hui. Son geste a eu des conséquences très graves. Donc vraiment, avec moins de gravité, mais c'est tout aussi essentiel, pensez toujours à vérifier et challenger et prendre du recul par rapport à ce que vous proposent ces outils. Ma recommandation, vous l'aurez compris, former et sensibiliser vos équipes, éduquer vos équipes aux risques cognitifs des usages intensifs des outils d'intelligence artificielle générative, c'est vraiment essentiel. Un programme de formation que je peux vous proposer, c'est par exemple une acculturation au bon usage des outils d'IA générative pour savoir ce que peuvent faire les outils, les utiliser avec leurs capacités, mais aussi leurs limites et comprendre pour le coup ce qu'on peut faire et ne pas faire. Ne pas oublier de sensibiliser aux biais cognitifs de l'IA. Ce sont des outils qui sont entraînés sur des larges bases de données, pas toutes très qualifiées, il y a quand même pas mal de Reddit, et les biais sont présents et parfois même exacerbés. L'éthique, remettre aussi l'éthique au centre du débat. L'éthique avec la consommation des requêtes, quand on fait des requêtes avec l'intelligence artificielle générative, notamment pour les vidéos et les images, mais aussi le fait que l'IA étant un outil, et pas un être humain doté de réelle intelligence, c'est un outil qui n'a pas d'éthique. Donc vous avez peut-être quelques faits divers qui peuvent être un peu flippants, mais qui montrent bien que l'IA est programmée, et l'IA n'aura pas le recul pour dire si c'est bien ou pas. Le bien, le mal, ça lui parle pas. Ça reste un outil probabiliste. Et de réaliser des exercices de maintien de l'esprit critique avec du questionnement, des brainstorming, du rendez-vous avec des experts, se questionner les résultats, maintenir la réflexion pour garder le contrôle des outils et ne pas tout automatiser à tout va. C'est vrai qu'on peut voir partout qu'on automatise, qu'on fait du N8N, que c'est génial, etc. Garder la main, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'automatisation, mais garder la main sur tous ces process. Alors du côté marketing, l'intérêt de tout ça, c'est que le web aujourd'hui, il est saturé de contenus générés par l'IA. C'est souvent des contenus qui sont sans fond, avec un angle un peu douteux, où en fait on n'apprend rien. Et c'est là où vous avez une carte à jouer, en gardant la main sur comment vous allez utiliser ces outils d'IA, c'est en gardant votre authenticité. Ça devient vraiment un élément de différenciation. Garder son authenticité, ça veut dire orienter les outils d'IA, mais l'orienter vraiment avec un fond pour la rédaction d'un article, pas des formules alambiquées à l'IA qui sont toujours un petit peu très IA-esque, si on peut dire, des termes qui sont très répétitifs avec l'IA. Et si vous automatisez vos commentaires, vous verrez que ceux-ci sont quand même assez creux. Donc, ça dessert finalement la qualité de contenu et c'est dommage, notamment quand des personnes comme moi, par exemple, pour organiser mes formations ou mes cours, je vais aller faire beaucoup de veille, je tombe constamment maintenant sur des articles qui n'ont pas beaucoup de fond. Donc gardez le côté humain, apportez de la valeur à votre audience, c'est ce qui fera la différence, parce que notre côté humain, c'est notre force pour créer une connexion émotionnelle avec notre cible. Une IA n'y arrivera pas. Adapter le message aux nuances culturelles de chacun. Les IA sont très occidentales, ne l'oubliez pas, et très américaines. Donc avoir cette touche humaine, c'est aussi cette sensibilité que n'aura pas nécessairement l'IA. Apporter une perspective unique et personnelle, ou encore insuffler de l'authenticité dans la communication. Les outils d'IA sont très forts en sémantique et en analyse, mais ils n'arrivent pas encore à insuffler de l'émotion dans leur contenu. Même si, en promptant beaucoup, vous allez réussir. Mais vraiment, c'est parce que vous allez la guider, l'orienter dans la rédaction de ce que vous attendez. C'est vous qui restez aux commandes.
L'IA n'arrive pas encore à se mettre à la place d'un humain, j'ai envie de dire, et c'est tant mieux. En revanche, les outils d'IA sont des accélérateurs pour la recherche et l'analyse. Clairement, Notebook.LM de Google, par exemple, est vraiment génial. La génération d'idées, vous pouvez réfléchir en amont, mais vous pouvez ensuite aller plus loin en utilisant un ChatGPT, par exemple. Ou l'automatisation technique, bon là, clairement, c'est les meilleurs. Ça nous amène à quoi, cette réflexion, j'ai envie de dire, et ces études sur l'IA? C'est qu'il faut collaborer avec les outils d'IA. Ils sont là, ils sont très forts, mais il faut surtout rester aux commandes et garder notre intention, notre esprit critique pour pouvoir apporter à ce qu'on va créer avec ces outils plus d'authenticité, plus d'impact émotionnel, une pertinence stratégique et une responsabilité éthique. L'avenir se situe donc dans la création d'une intelligence collective, hommes et machines, et ça commence avec la préservation de notre esprit critique. C'est même un retour aux bases de la collaboration parfois oubliée. Il est urgent d'agir maintenant, on le voit, on a déjà des résultats négatifs avec l'usage intensif des outils d'intelligence artificielle générative, mais ces outils ne vont pas disparaître demain. Il est donc nécessaire aujourd'hui de former les équipes, de former les étudiants, de former nos jeunes à garder notre esprit critique. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.